Ok, parlons aujourd'hui d'un sujet qui revient souvent sur le tapis à chaque fois qu'un commerçant décide de se défendre face à un braqueur. La légitime défense. On pourrait se dire qu'il est légitime pour un commerçant de tirer sur la personne qui vient le braquer avec un fusil à pompe. Mais en France, c'est un tantinet plus compliqué que ça. Mais pour qu'on comprenne tous de quoi on parle, définissons le concept de légitime défense écrit à l'article 122.5 et 122.6 du Code pénal. En résumé, la légitime défense est un fait justificatif. C'est donc le fait de pouvoir justifier un acte interdit en temps normal, comme utiliser la violence lors d'une agression, pour se défendre, défendre un proche, voire un inconnu. Parce que oui, quand vous défendez quelqu'un, vous êtes toujours en situation de légitime défense. Par exemple, si un skin se bat avec une vieille, vous avez légitimement le droit de défendre le skin. Ça me paraît logique. Vous pouvez aussi défendre vos biens, mais on y reviendra plus tard avec l'affaire Legrand. Jusque-là, c'est simple, mais il y a des conditions, et c'est là que ça se complique. Il y a des conditions pour la défense et des conditions pour l'agression. Voyons celle de l'agression. Elle doit être actuelle, vraiment sur le point de se produire. Autrement dit, si quelqu'un vous menace au téléphone avec un flingue, ce qui ne rajoute rien à la menace, et vous en alliez lui péter les genoux, c'est pas de la légitime défense. Là, c'est vous le danger imminent. Ensuite, elle doit être injustifiée. Si vous avez rien demandé et qu'on vient vous agresser, théoriquement, ça sera toujours considéré comme injustifié. Par contre, si c'est un policier qui vient vous arrêter, même un peu violemment, ça ne sera pas considéré comme injustifié. Et enfin, l'agression doit être réelle. Donc c'est pas parce que quelqu'un menace de vous agresser que vous avez le droit de vous défendre violemment par anticipation. Maintenant qu'on a vu les critères de l'agression, voyons ceux de la défense. Elle doit être immédiate. Vous devez réagir au même moment, et pas pour arrêter un agresseur en fuite, ou par vengeance. Donc la relativité ne fonctionne pas en droit. Par exemple, si quelqu'un vous a marave la tête il y a plus de 15 ans, et que sous prétexte que dans votre tête, c'était il y a une seconde, eh bien cela ne vous donne pas le droit d'aller lui péter la gueule. Ensuite, elle doit être nécessaire. Donc vous ne devez pas avoir d'autre alternative que la défense. Vous ne pouvez pas vous enfuir ou appeler la police. Par exemple, si un gamin de 10 ans vous donne des coups de pied de manière insistante, ça vous fait chier. Et là, je comprends, vous aurez envie de lui en mettre une. Mais ce ne serait pas légitime, parce que le juge vous demandera pourquoi vous n'avez pas tenté de fuir. Par contre, la situation aurait été tout à fait différente si ce même gamin avait donné des coups de pied à un vieux. Enfin, elle doit être proportionnée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de disproportion entre les moyens utilisés pour l'agression et ceux de la défense. Bon, si une personne vous attaque à main nue, à ce moment-là, vous n'allez pas sortir votre Mossberg Maverick 88. Oh, bah parce que déjà le recul est mauvais. Puis c'est pas adapté à la bonne situation. Juste une question. Pourquoi l'accent canadien ? Donc si quelqu'un vous attaque à main nue, bah vous lui répondez à main nue. Sauf si bien sûr il a le gabarit de Mike Tyson. Et à ce moment-là, on vous reprochera pas d'utiliser des objets. Donc ça, c'était les critères décrétés par la loi. Mais il y en a un dernier, ajouté par la jurisprudence. La jurisprudence étant toutes les décisions des juges, et on va voir ça tout de suite avec l'arrêt Cousinet. Un SDF, rendu violent par une forte ingestion d'alcool, agressa un passant par là. Et le passant passif bah repoussa puissamment le pauvre poivreau. Bref, comme je le disais, le passant repoussa l'agresseur de manière un peu excessive. Résultat des courses, bah le SDF se cognait la tête contre le sol, ce qui entraîna donc sa mort. Vu qu'il y a un mort, direction le tribunal. Cousinet, le passant, tente de plaider la légitime défense, mais le juge décide que ce n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que selon lui, même si l'acte de défense est volontaire, les conséquences ne l'étaient pas. Et alors, vous me direz ? Et alors, subitement, un peu sorti de nulle part, il faut avoir en bref l'intention des conséquences pour que la légitime défense soit retenue. Et voilà, à partir de là, la légitime défense sera exclue de tous les homicides involontaires. En somme, on a l'impression que pour la jurisprudence, il est plus grave de tuer involontairement que de tuer volontairement. Bon, c'est un peu caricatural, mais au final, le résultat est le même. Ok, maintenant il paraît évident que ces conditions sont critiquables, et on va voir ça tout de suite. Dans cette partie, on va surtout s'appuyer sur des récits et des témoignages de personnes qui ont l'expérience de ce genre d'affaires. Vous trouverez les liens dans la description. Pour qu'on soit plus concret, on va s'attarder sur un fait précis. C'est l'histoire d'une femme de 53 ans qui finit par quitter son compagnon, un ex-légionnaire, devenu trop violent après sa sortie de prison. Or, celui-ci, n'acceptant pas la situation, continue de l'harceler. Et elle décide finalement de quitter la ville, de changer de boulot, ou de changer de vie, pour pouvoir enfin s'en libérer. Après un long moment, son ex-compagnon finit par la retrouver chez elle, et l'agresse de manière très violente. Et c'est grâce à son chien qu'elle finit par s'extirper de son emprise, et qu'elle réussit à lui prendre son arme. Armé d'un couteau, l'ex-légionnaire menace de l'égorger. Et c'est là qu'elle tire. Voyons voir comment cette situation réagit aux conditions de la légitime défense. Concernant le critère de l'immédiateté, les juges ont tendance à le pousser jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'instantanéité. La situation est décidée seconde par seconde. Si on vous agresse, il faudra agir pile au même moment. Une seconde avant c'est trop tôt, une seconde après c'est trop tard. Ce qui est complètement en dehors des réalités. Mettons que vous soyez pris en otage par une personne qui vous séquestre et
et qui par-dessus le marché vous torture. Maintenant, si vous arrivez à vous libérer et que vous essayez de neutraliser votre bourreau avec la première arme qui vous tombe sous la main alors qu'il est de dos, eh bien vous risquez de voir la légitime défense ne pas être admise, parce qu'on considéra que le danger n'était pas forcément immédiat. Pourtant, votre agresseur reste toujours dangereux, même le dos tourné. On pourrait aussi débattre de la menace que représenterait pour les autres un malfaiteur armé qu'on aurait laissé s'enfuir, mais on va pas s'attarder. Alors dans notre situation, dans le cas de la femme, la défense est-elle immédiate ou pas? Et bah c'est fortement discutable. Parce que oui, il l'agresse avec un couteau, mais il l'agresse à quelques mètres. Le critère de la nécessité même. Comme je disais, on peut se défendre que s'il n'y a pas d'autre alternative. Dans notre cas, on pourrait très bien reprocher à la femme, une fois qu'elle s'était libérée de son ex-mari, de ne pas avoir tenté de fuir, de ne pas avoir cherché à appeler la police, étant donné qu'elle en avait l'opportunité. Mais soyons honnêtes, si elle avait tenté de fuir, il aurait très bien pu la rattraper. Et si elle avait cherché à se réfugier pour appeler la police, il aurait très bien pu aussi défoncer la porte pour lui tomber dessus. Enfin, c'est un ex-légionnaire. Sécuriser la situation ici semblait le plus logique. Si on fait une petite analogie, c'est comme lorsqu'il y a un accident de voiture. Lorsqu'on vous apprend les premiers gestes de secourisme, on vous apprend à d'abord sécuriser la situation avant d'appeler les secours. Ce qui paraît normal. Mais en légitime défense, cette logique n'est pas appliquée. Enfin, le critère de la proportionnalité. Là encore, on a une interprétation presque caricaturale des juges. Une des façons d'évaluer la proportionnalité est le nombre de coups de feu tirés. Il faudrait tirer un coup pour un coup. Le truc, c'est que dans la réalité, un coup n'est pas toujours suffisant pour mettre hors d'état de nuire un agresseur. À ce propos, on a cette affaire où un braqueur se fait tirer dessus par un commerçant. La balle ira se loger en plein cœur, et avec cette balle dans le cœur, il tuera le commerçant, puis sa femme. Alors dans notre situation, avec cette femme face à son ex-mari, celui-ci la menace avec un couteau à quelques mètres. Est-il proportionnel tiré? Si on raisonne basiquement, le couteau n'étant pas une arme de jet, on aurait tendance à dire que non. L'arme à feu semble disproportionnée. Mais c'est sans tenir compte de la réalité, car en moyenne, lors d'un duel entre un homme avec un couteau et un homme avec une arme à feu non dégainée, c'est l'homme au couteau qui gagnera, tant qu'il reste au départ à moins de 6 mètres de son adversaire. Si on rajoute à ça le fait qu'une balle ne suffise pas forcément à arrêter la charge d'un adversaire, et on en arrive au fait qu'un homme avec un couteau est aussi dangereux dans un rayon de quelques mètres qu'un homme avec un fusil. Mais la plus critiquable de ces conditions est celle apportée par les juges, celle de l'intention des conséquences, qui amène à des absurdités, et on va voir ça dans l'affaire Legras. Legras était un garagiste qui avait une maison secondaire qu'il s'était fait cambrioler 12 fois en 10 ans. Après avoir de nombreuses fois changé les serrures et porté plainte, il décida de prendre les choses en main en posant un piège un peu particulier, une bombe. Attends, mais il y a un truc qui déconne là. Non, parce que je comprends l'exaspération du mec à tout le temps se faire cambrioler. Mais une bombe? Enfin, sérieux? Enfin, parmi tous les moyens qu'il pouvait utiliser, y compris les autres catégories d'armes, il s'est dit que la bombe c'était la meilleure solution. Enfin, dans sa tête c'était comment C'était une évidence? Non, il n'y a qu'une seule solution. Il me faut une bombe. Et du coup, il a justifié ça comment? En disant qu'il voulait marquer ses cambrioleurs pour pouvoir les confondre par la suite. Bah avec une bombe ça a dû bien fonctionner hein. Bon, effectivement, la bombe ça peut paraître un peu excessif. Et ça l'est sans aucun doute. Mais il y a des circonstances atténuantes. Déjà, le mec avait pas mis juste une bombe dans son jardin. Non, il l'avait mis dans un transistor, qu'il avait rangé dans un placard fermé à clé, qu'il avait lui-même planqué dans un garage fermé à clé. En plus, il avait mis des panneaux danger de mort. Donc bon, fallait y aller déjà pour tomber sur la bombe. En plus de ça, la gendarmerie ne prenait plus ses plaintes. Donc il se sentait démuni. Bref, comme on pouvait s'y attendre en posant une bombe, les conséquences ont été un peu plus graves que simplement marquer ses cambrioleurs. Car oui, 2 cambrioleurs sont tombés sur la bombe, tuant l'un et blessant fortement l'autre. Enfin du coup ça a dû être facile de les confondre, enfin. Un mort, ça risque pas de s'enfuir. C'est pas faux. Enfin, l'histoire suit son cours et Legras se retrouve au tribunal. Le truc, c'est qu'il aurait bien voulu plaider la légitime défense, mais on l'envoie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Et on l'a vu, la jurisprudence interdit l'utilisation de cet argument dans ce cas. Donc dans un premier temps, il en ressort avec une peine de 8 mois de prison avec sursis. Ce qui dans d'autres circonstances aurait été plutôt léger pour avoir tué quelqu'un. En même temps, il a quand même pris 2 fois plus que son cambrioleur. Il va plutôt faire chier. Mais ses avocats ne voulaient pas en rester là. Ils obtinrent donc la requalification et la possibilité pour Monsieur Legras de se faire juger pour homicide volontaire devant une cour d'assises. Mais pourquoi vouloir se faire juger pour un crime bien plus grave et risquer une peine bien plus lourde? Parce qu'en cour d'assises, qui juge les crimes, contrairement au tribunal correctionnel qui juge les délits, c'est un jury populaire qui décide de votre sort. Et ses avocats ne s'étaient pas trompés car le jury acquitta Monsieur Legras. L'absurdité dans cette affaire, c'est qu'un homme décide de risquer plus gros, de parier sur sa vie, car il a finalement plus de chances de s'en sortir. Ça remet en question le niveau d'importance de chaque cour. Petit aparté, le législateur, après cette affaire, changera la loi. Et donc la légitime défense se défendra par tous les moyens, sauf homicide volontaire. De nos jours, M. Legras a été contraint d'accepter sa peine de sursis. Pourquoi en France, les juges ont tendance à être réticents
à accorder la légitime défense? Eh bien, je pense que pour comprendre, on peut déjà distinguer deux concepts de la justice. La première serait l'ordre public, c'est-à-dire que son but serait d'éviter toute incitation à des actes qui seraient contraires à cet ordre. Par exemple, les actes de justice privée, qui pourraient amener une escalade de la violence, quitte à parfois faire preuve d'une injustice individuelle pour privilégier l'intérêt général. En face de cette conception, on en a une autre qui cherche à sauvegarder la liberté individuelle. En théorie, chaque homme naît avec une liberté totale. C'est le fait qu'il vive avec les autres qui limite sa liberté. On s'imagine très bien que quelqu'un qui serait seul au monde n'aurait aucune règle morale qui viendrait le limiter. En vivant avec les autres, en société, il accepte de confier une partie de ses droits à une entité supérieure qui est l'État, qui assurera en échange un service. Ce service étant de garantir ses autres droits et d'assurer l'ordre et la sécurité. Mais comme dans un contrat, si l'État est dans l'incapacité de fournir son service, il est normal que l'on puisse reprendre ce qui nous appartient, ce qu'on a prêté en échange de ce service, dans notre cas, notre droit fondamental de se défendre. En France, on a clairement fait le choix de la conception ordre public de la justice. Cependant, depuis un certain nombre d'années, un grand nombre de juristes et de politiciens remettent en question cette conception de la légitime défense. Pour certains, c'est l'interprétation trop stricte des juges qui pose problème, pour d'autres, c'est la conception de la loi elle-même qui pose problème. Bien que ce problème ne soit pas un problème central dans notre société, il n'en reste pas dénué de sens. Parce que je peux vous assurer, avec cette conception de la légitime défense, personne ne souhaiterait se retrouver dans la situation où il devrait se défendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour nous donner peut-être des suggestions, des remarques ou des critiques même sur le sujet. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo et que vous voulez pas en voir d'autres, bah vous abonnez pas. Ouais, ça me paraît logique. Tchuss. Ciao.